Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 13e webinaire citoyen organisé par le département Droit et Transformation sociale de l'Université de Bordeaux. Il s'agit du quatrième de la saison 2023-2024. Donc le thème que nous allons aborder ce soir sera surpopulation carcérale, quel coût pour la République. Comme souvent, je vais commencer par vous donner quelques chiffres, même si Monsieur Bruno y reviendra plus amplement dans son intervention. Donc, d'après le ministère de la Justice, il y avait, au 1er janvier 2024, 91 647 écroués, dont 75 897 détenus pour 71 767 places opérationnelles. La densité carcérale en France est donc de 122,9%, avec de fortes disparités en fonction du type d'établissement. Ainsi, les maisons d'arrêt, qui reçoivent les personnes prévenues en détention provisoire, ainsi que les personnes condamnées dont la peine ou le reliquat de peine n'excède pas 2 ans, affichent un taux d'occupation de 147,6%. De plus, sur 275 établissements ou quartiers français, 136 ont une densité carcérale supérieure ou égale à 100%, dont 14 ont même une densité supérieure ou égale à 200%. Cela a pour conséquence que 2840 détenus dorment sur un matelas à même le sol. Ces conditions de détention ont déjà été condamnées par 2 fois par la Cour européenne des droits de l'homme par ses arrêts rendus le 30 janvier 2020 et le 6 juillet 2023. Dès lors, à quoi sont dus ces chiffres alors que plus de 25 000 places de prison ont été créées ces 30 dernières années? Cette situation ne s'explique pas par l'augmentation de la délinquance, les chiffres de l'INSEE allant même dans le sens d'une stabilité de ces faits. Un rapport de la Cour des comptes, qui a été publié en octobre 2023, avance plusieurs explications. Un durcissement de la réponse pénale à la délinquance, c'est-à-dire une augmentation du nombre d'incarcérations et de la durée des peines, certains crimes et délits, tels que les violences intrafamiliales ou les délits routiers, qui sont désormais jugés plus sévèrement, mais aussi l'augmentation du recours aux comparutions immédiates et à la détention provisoire. Ce rapport souligne également que, malgré des alternatives à l'incarcération, comme les bracelets électroniques ou les travaux d'intérêt général, et l'augmentation des mesures exécutées dans le milieu ouvert, il n'y a pas eu d'effet sur la surpopulation carcérale. Donc cette situation, elle entraîne une dégradation de la qualité des conditions de détention, et donc aussi une augmentation des tensions et du risque de violence, qui n'est pas sans conséquence, bien sûr pour les personnes écrouées, mais aussi pour le personnel pénitentiaire. Outre ces coûts humains, la surpopulation carcérale a également des effets sur le matériel, avec un vieillissement prématuré des infrastructures, mais aussi des effets financiers. Ainsi, la Cour des comptes, dans son rapport d'octobre 2023, estime à 4 milliards le coût global de cette suroccupation. Donc, le sujet de la prison revient très souvent dans les médias, souvent à un fait divers que l'on peut qualifier de sordide. Chacun y allant son expertise, affichant ses certitudes avec assurance sans pourtant connaître ce milieu pour la majorité. Tant cet axe de la surpopulation carcérale et de ses coûts est rarement évoqué. Sûrement est-il moins vendeur qu'un drame familial ou un cas de récidive. Et c'est pourtant ce thème que nous avons choisi d'aborder ce soir. Ce sujet a été proposé, et je l'en remercie, par Alexis Maître-Mila, qui est doctorant en droit privé et sciences criminelles à l'ISCJ, l'Institut de sciences criminelles et de la justice de l'Université de Bordeaux, qui devait être accompagné ce soir du côté universitaire par Madame Inda Edili Azema, mais celle-ci est souffrante et elle s'excuse de ne pas pouvoir être présente parmi nous ce soir. Donc, lors des webinaires que nous organisons au département d'Aix, nous essayons autant que possible de faire intervenir des professionnels, car ce sont eux les mieux placés pour parler de la réalité des sujets abordés sur le terrain. Ainsi, ce soir, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Dominique Bruno, qui est le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, et Madame Adélaïde Moncomble, qui est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation et représentante nationale du SNEPAP FSU. Cette dernière sera accompagnée de son collègue, Monsieur Vincent Ledimet, surveillant pénitentiaire à la SAS, structure d'accompagnement vers la sortie, du Mans-les Croisettes. Ils répondront tous les trois à vos questions. Ils ont tous accepté de partager leur expérience avec nous ce soir et je les en remercie grandement. Et tous ces intervenants, qu'ils soient aussi bien universitaires ou professionnels, ils auront tous ce soir pour objectif d'analyser les raisons et conséquences, ainsi que les coûts, aussi bien humains que financiers, de la surpopulation carcérale. Avant de passer la parole au premier intervenant, je vous informe que vous pourrez poser vos questions tout au long des interventions dans l'onglet QR en bas de l'interface
et nous tâcherons ensuite d'y répondre au mieux lors d'un temps qui sera dédié aux échanges. Donc, je vous propose tout de suite de passer à l'intervention de Monsieur Bruno. Monsieur Bruno, la parole est à vous. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Je rebondirai sur certaines choses que j'ai entendues, mais je voudrais d'abord donner deux chiffres qui ont été donnés récemment par le directeur de l'administration pénitentiaire lui-même. Deux chiffres qui vont tout à fait illustrer le coût pour la République d'une surpopulation carcérale. Un détenu, ça coûte 110 euros à peu près par jour. Là, nous avons battu des records puisque nous sommes à 76 000 détenus. Voilà. Rien que sur l'interrégion de Bordeaux, nous avons dépassé les plus de 6 200 détenus, un chiffre qui n'avait jamais été atteint. Je ne parle pas des chiffres de la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Bordeaux que je dirige. Vous disiez qu'il y a 14 établissements pénitentiaires sur les 186, en gros, qui dépassent les 200%. Malheureusement, je fais partie certainement des plus surencombrés, puisque Bordeaux-Gradignan, ce soir, est à 236% chez les hommes, 224 chez les femmes. Les femmes, ça explose, hein. On a doublé le nombre de personnes détenues en un an. Et sur ce qui fait une moyenne de 224% en gros. Ce qui est un chiffre encore pire que ce que nous avons connu lorsque nous avons fait j'allais dire, ce qu'on a appelé d'une façon incorrecte, un stop écrou au mois de mai de l'année dernière. Autre chiffre important, une place de prison en moyenne, c'est 300 000 euros. Voilà. Donc ça vous donne le prix. La nouvelle prison de Bordeaux-Gradignan qui est en train d'être construite, la première tranche va être ouverte au mois de mai, c'est 600 places. Donc ça vous donne aussi le coût d'un établissement pénitentiaire. Comme il a été dit, c'est vrai que la France, bon, je ne serais pas aussi gentil que notre doctorant sur la situation française. Je crois qu'on n'est pas les meilleurs de la classe, loin de là, et en Europe, ou même dans le monde. Et que c'est vrai que la peine de prison reste la peine de référence. Et c'est vrai que parmi les causes, et ça on le vit tous les jours en maison d'arrêt, parce que je rappelle quand même que la surpopulation carcérale ne concerne que les maisons d'arrêt et les quartiers maisons d'arrêt. Nos collègues qui sont en établissement pour peine, et avant d'être directeur du CP de Bordeaux, j'étais directeur de la maison centrale de Clairvaux, je n'avais pas du tout cette problématique puisque une centrale, c'est une place, un détenu. Un centre de détention, c'est une place, un détenu. Donc il n'y a que les maisons d'arrêt qui connaissent un problème de surpopulation carcérale. Ce qui est assez paradoxal, c'est que vous l'avez rappelé, dans les maisons d'arrêt, nous avons essentiellement des prévenus et des courtes peines, même s'il est un peu plus compliqué, puisque vous avez des gens qui vont rester 3-4 jours, qui vont rentrer le vendredi, qui vont ressortir le lundi ou le mardi parce qu'ils seront passés en comparution immédiate. Et puis vous avez des gens moi j'en ai certains qui sont là depuis 3-4 ans. Certains sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et attendent en maison d'arrêt de pouvoir rejoindre d'abord le Centre national d'évaluation pour être évalué avant de rejoindre un établissement pour peine. Donc ça veut dire qu'on a un mélange de profils de personnes détenues dans ces établissements surencombrés. Je vous dis de 3 jours jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Je ne vous parle pas des âges, puisque ça va de 14 à 86 ans dans l'établissement que je dirige. La difficulté aussi, et c'est le paradoxe, c'est que la majorité, moi j'ai plus de 50% de prévenus, donc des gens qui sont présumés innocents. On est clair. Et donc, le paradoxe des prisons françaises, c'est que vont subir des conditions difficiles de détention avec la surpopulation carcérale des gens qui sont présumés innocents. Une fois qu'ils seront condamnés, des fois de très longues peines, et qui vont aller en centre de détention, en maison centrale, ils n'auront plus à subir. La prison reste une sanction parfois difficile à subir, mais n'empêche qu'en établissement pour peine, les conditions seront bien différentes et bien meilleures. La difficulté, donc, c'est que en maison d'arrêt, cette surpopulation va avoir des conséquences à la fois matérielles, vous l'avez dit, et aussi des conséquences humaines. Pas que pour la pénitentiaire. Je rappelle qu'une prison, ce ne sont pas que des personnels pénitentiaires. Et si les personnels pénitentiaires sont les premiers à souffrir des conséquences de décisions prises par d'autres, puisque ce n'est pas l'administration pénitentiaire qui décide d'incarcérer, et qui est responsable de la surpopulation, si donc nous subissons, ce sont aussi nos partenaires. Je pense en particulier à nos collègues de la santé, les soignants, qui sont les premiers en première ligne,
nos collègues de l'éducation nationale, puisque la prison, c'est aussi des lieux d'apprentissage, et tous les intervenants extérieurs qui subissent aussi ces conditions difficiles de détention dues à la surpopulation. Donc tout ça pour en venir que bah, les conséquences particulières de la surpopulation, c'est d'abord des conséquences humaines, que ce soit pour les personnels ou pour les détenus. Une augmentation, vous en avez fait part, des incidents. On l'a constaté, quand on a fait notre stop écrou qui a duré 3 semaines pour un stop écrou complet et 5 semaines, puisqu'on a repris petit à petit en acceptant que les comparutions immédiates, on a constaté une diminution de 77% des cas de violence en détention. Donc ça, et j'en ai un bon exemple, c'est qu'encore avant de vous rejoindre pour le web, on a eu un incident encore cet après-midi à l'établissement, dû justement au fait de la surpopulation carcérale. Imaginez, à l'heure où je vous parle, il y a 143 détenus qui dorment sur un matelas au sol. Vous disiez plus de 2000 au niveau national, il y en a 143 à Bordeaux, c'est-à-dire 3 dans 9 mètres carrés. Et ben, ça provoque évidemment des incidents. On en a encore eu un cet après-midi qui a nécessité une intervention des personnels. Et donc, ça, c'est la principale conséquence de la surpopulation. Ce sont des incidents récurrents. Je regardais les statistiques que j'ai développées lors de mon conseil d'évaluation qui a eu lieu en 2023. Il faut compter en gros un incident par jour, voire plus, sur un établissement du style centre pénitentiaire de Bordeaux, du fait en particulier de la surpopulation carcérale. Les incidents, c'est des incidents entre les personnes détenues, puisque le fait d'avoir un taux d'occupation de 236%, vous imaginez bien qu'on mélange différents types de personnes. On a l'obligation de ne pas mélanger les prévenus, les condamnés, les procédures criminelles, les procédures correctionnelles, les primos, des récidivistes, avec 55 nationalités différentes. Vous imaginez en plus que c'est extrêmement compliqué, des profils totalement différents. Cela provoque évidemment cette surpopulation des incidents, j'allais dire, journaliers, avec les personnes détenues, mais aussi avec les personnels. Et la principale conséquence aussi, c'est que nous avons de plus en plus de personnes détenues, mais nous avons de moins en moins de personnel, puisque les personnels sont, j'allais dire, fatigués. Je ne vous donnerai pas le taux j'allais dire, de personnes d'absentéisme dans un établissement pénitentiaire, mais malheureusement, il est assez élevé. Et ça peut se comprendre, puisque là où nous devrions avoir 2 agents pour 50 détenus, puisque c'est à peu près la norme, sur un établissement tel que celui que je dirige, vous avez un seul agent pour une centaine, voire un peu plus de 100 détenus. Voilà. Donc ça, c'est la grosse difficulté. La grosse difficulté aussi, c'est que cette surpopulation carcérale, je vous le disais, a des conséquences sur nos partenaires. Évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre lui-même lors d'un déplacement en Outre-mer. Comment faire de la réinsertion? Il a dit clairement, on ne peut pas faire de la réinsertion correctement lorsqu'on est en surpopulation carcérale. On gère des flux, ça rentre, ça sort en permanence. Pourquoi on ne peut pas faire de la réinsertion? Parce que, d'abord, les personnels, je rappelle que les personnels sont calculés non pas sur le chiffre réel de nombre de détenus, mais sur un chiffre théorique. C'est pareil, qu'on soit dans le secteur santé ou dans la pénitentiaire. Moi, j'ai un nombre de surveillants qui a été calculé, et le SPIP, c'est exactement pareil, qui a été calculé pour un nombre théorique de personnes détenues. Quand on est à plus du double, vous imaginez bien que les conditions de travail sont extrêmement dégradées et qu'on ne peut pas faire du bon travail. C'est pareil pour nos partenaires de la santé. Comment voulez-vous prendre en charge correctement plus de 700 détenus alors que vous ne devriez pas dépasser 305 détenus qui est la capacité de l'établissement? Ça, c'est la grosse difficulté, avec en plus un profil de gens qui ont des pathologies importantes. En fait, j'allais dire, la prison est le réceptacle de tous les maux de la société. Et on a tendance à mettre en prison tous ceux dont on ne sait pas quoi faire à l'extérieur. Ça rappelle un peu les dépôts de mendicité d'il y a quelques dizaines, centaines d'années. Et maintenant, la prison, on demande à la prison de faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Et ça, c'est une grosse difficulté. Donc, autre conséquence, ce sont les coûts financiers. Pareil, moi, j'ai un budget qui est calculé
selon des règles précises. Vous imaginez bien que plus du double de personnes détenues, eh ben, il faut les nourrir, il faut s'occuper d'elles, il faut leur fournir j'allais dire le gîte et le couvert, ça c'est évident. Et ça a des conséquences aussi, vous en avez fait état, sur la dégradation des locaux. Un établissement qui est prévu pour 300 personnes et qui en a plus de 700, évidemment, va s'user beaucoup plus rapidement. Et donc ça, c'est une situation qui est totalement dégradée. Et je regardais les chiffres à tel point que le ministère, attendez, c'était en 2000, je ne veux pas dire de bêtises, on est passé de plus de 80 millions en 2018 d'investissement pour l'entretien des locaux, des prisons, on est passé à plus de 124 millions. Donc là aussi, c'est un coût très important pour la République. Donc ça, ce sont tous des éléments qui posent des difficultés. La grosse difficulté aussi, c'est que, je le disais, la mission de réinsertion est extrêmement difficile quand on est en surpopulation carcérale. Et ben, la réaction de l'administration, c'est de faire du désencombrement. Moi, toutes les semaines, j'ai des détenus condamnés, parce qu'on ne peut agir que sur les personnes condamnées, qui partent en désencombrement, des courtes peines. Alors, soit ils partent sur des établissements pour peine de la région, on a de la chance d'être dans une région où on a beaucoup de centres de détention, soit ils partent en désencombrement sur d'autres maisons d'arrêt qui sont un peu moins encombrées que le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradina. Donc vous imaginez, même si l'administration fait des efforts pour essayer de faire en sorte que les gens qui vont être transférés loin de Bordeaux sont des gens qui n'ont pas de parloir, mais malgré tout, ça peut avoir des conséquences aussi humaines sur le maintien des liens familiaux. Et ça, c'est vraiment, là aussi, on gère des flux. Ce qui fait que les magistrats de l'application des peines sont les premiers, des fois, à s'en plaindre, puisque dès qu'un détenu est condamné, il a tendance à être transféré sur un autre établissement. En fait, c'est pour faire de la place, évidemment, pour d'autres personnes qui pourraient nous être envoyées par les autorités judiciaires. Voilà, j'ai été un peu rapide peut-être mais bon, je préfère répondre à des questions. Je vous ai fait un bilan très, très rapide de la situation de la surpopulation carcérale qui, je vais le dire, a des conséquences à la fois pour les personnes détenues et à la fois aussi pour les personnels qui sont, j'allais dire, dans le même bateau. Alors, je sais que mes collègues n'aiment pas qu'on compare, mais comme on a l'habitude de le dire, des situations, enfin une surpopulation carcérale, ça a des conséquences, j'allais dire, des conditions indignes de détention, et ça a pour conséquence des conditions de travail déplorables pour les personnels, tout corps confondu. Et quand je dis personnel, j'inclus aussi nos collègues et partenaires d'autres ministères et tout ce qui est bénévole qui intervient au sein des établissements pénitentiaires. Merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. Donc, en effet, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet QR. Nous y reviendrons après. Donc, je laisse la parole maintenant à Madame Moncomble. Bonjour et merci d'abord pour cette invitation. Ravie d'être ici. Je vais évidemment aller aussi dans le sens de tout ce qui vient d'être dit. Je suis pleinement d'accord avec une bonne partie de l'analyse de Monsieur Maître Mignat et puis avec les éléments donnés par Monsieur Bruno. Merci aussi de mettre en avant les conséquences sur les conditions de travail des personnels pénitentiaires de tout corps, parce qu'effectivement, c'est important. L'idée, c'est pas de comparer les choses, il n'y a rien de comparable, mais par contre, c'est d'oublier personne. Permettez-moi de revenir un petit peu sur les chiffres avant d'essayer de trouver quelques raisons à tout ça et surtout, j'espère, quelques notes d'espoir dans ce sujet difficile. D'abord, effectivement, je rajouterais à ce qui a été dit concernant les chiffres qu'effectivement, la surpopulation carcérale, elle vient menacer la capacité de la prison à remplir un rôle qui est essentiel, à savoir une mission de réinsertion et de prévention de la récidive. L'effet criminogène de l'incarcération, il a été démontré, on ne sort pas du chapeau. Il y a effectivement eu des recherches qui sont de longue date. Je citerai entre autres Monsieur Tournier, Madame Kensey, qui ont mis en évidence que plus la proportion de temps passé en détention est faible, plus le taux de récidive est faible. Et du coup, effectivement, c'est là qu'on sent, et on le sent dans tout ce qui a été dit jusqu'ici, que quand on parle coût de la surpopulation, finalement, on en vient vite au coût de la récidive.
Donc l'incarcération, effectivement, est un facteur majeur de favorisation de la récidive. Le fait d'enfermer toujours plus dans des mauvaises conditions qui plus est, ça appelle le réenfermement des détenus. C'est un cercle vicieux et ce cercle vicieux, il est aussi financier. Je rajouterais aux coûts qui ont été cités qu'on intègre rarement d'autres coûts qui sont les coûts socio-économiques de l'incarcération des personnes détenues pour la puissance publique. Et là, il y a eu une évaluation qui a été faite par l'ATIGIP notamment, qui précise que les coûts associés à la faible réinsertion professionnelle et à la récidive seraient de l'ordre de 1,4 milliard d'euros par an, soit 16 208 € par personne sortant de prison au cours des 12 mois suivant la sortie de détention, ce qui est quand même considérable. Ce coût public total se décompose en un coût lié à la faible réinsertion des anciens détenus. 84% des personnes sortant de prison n'ont pas trouvé d'emploi un an après leur sortie de prison, et ça, on l'estime à 543 millions d'euros annuels. Et un coût lié à la récidive, 31% des personnes sortant de prison ont récidivé et ont été condamnées dans l'année suivant leur sortie de prison. Et ça, c'est évalué à 874 millions d'euros annuels. Donc effectivement, on le voit qu'il y a un impact pour la société plus largement. On pourrait aussi penser au coût de la prise en charge des victimes, aux coûts liés aux dépenses pour améliorer la sécurité publique, etc., etc. Alors une fois qu'on a dit tout ça, où est-ce qu'on peut trouver un petit peu d'espoir? Est-ce qu'effectivement, le suivi de mesures en milieu ouvert pourrait être une solution? Alors, effectivement, vous l'avez rappelé, le coût de construction de cellules, je ne vais pas revenir dessus. La journée de détention, donc effectivement, 105, 110 € selon les études. Je rajouterais que, par exemple, une journée en semi-liberté, on descend à 50 € environ par jour. La journée en placement extérieur à 33 €. L'année de prison pour une personne détenue à 32 000 €, alors que le coût annuel moyen d'une mesure en milieu ouvert est à 1 014 €. Donc, on n'est vraiment pas sur les mêmes chiffres. Je vous parle là de chiffres qui datent de la conférence de consensus. Mais en 2019, vous avez le CESE qui a donné exactement les mêmes chiffres, hein, un coût par détenu par journée de détention entre 64 et 104 €. Et effectivement, un coût journalier par personne faisant l'objet d'une peine alternative ou d'un aménagement de peine qui serait à peu près de 12 € pour une DDSE, de 31 € pour un placement extérieur et de 59 € par jour pour une semi-liberté. Donc, parlons sous. Et si on parle sous, il y a une évidence, c'est qu'effectivement, on a des mesures de milieu ouvert qui coûtent moins cher. On pourrait également intégrer des coûts, différents coûts qui sont aussi induits, par exemple les dépenses dues à l'aide aux familles de détenus, les dépenses de santé liées aux troubles, vous l'avez évoqué, Monsieur Bruno, les dépenses de santé liées aux troubles développés spécifiquement en détention, comme ceux qu'on retrouve effectivement en détention et qui ne devraient pas forcément y être. Donc effectivement, un impact sur la politique d'exécution des peines qui est important. Le coût humain, effectivement, alors là, je vais être sur le milieu ouvert. Le coût humain, on est à peu près 180 000 personnes en probation, avec à peu près 74 000 individus détenus dans les prisons françaises. Et pourtant, on n'a que 4 000 CEPIP qui prennent en charge tout ça. Je ne parle même pas des autres personnels pénitentiaires, peut-être que mon collègue en parlera un peu plus, mais effectivement, il y a un déficit de personnel pour prendre en charge toute cette personne-là. Une surcharge de travail qui a des conséquences, vous l'avez rappelé, un absentéisme important. On parle beaucoup des risques psychosociaux. Ben pour le coup, les risques psychosociaux, ils sont un peu oubliés dans tout ça. Une augmentation de la charge de travail qui est presque invisible et une fuite, et ça, elle est assez invisible, mais elle est réelle, une fuite de plus en plus de l'administration pénitentiaire, parfois même du service public pour beaucoup de ces agents, et un coût de formation qui, lui, est totalement perdu. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnel qui se retrouvent à faire une formation et puis 2 ans après à quitter définitivement le service public, dégoûtés par les conditions de travail. Et puis un cercle vicieux, un manque d'attractivité pour les professions et une usure des professionnels avec une multiplication des arrêts maladie et des démissions et des problèmes de sous-effectifs chroniques qui aggravent encore les conditions de travail. Effectivement, un vrai cercle vicieux. Alors les peines alternatives et les mesures d'aménagement. Clairement, les études ont démontré qu'elles étaient plus efficaces en termes de lutte contre la récidive. Les peines alternatives, elles permettent une prise en charge plus spécifique, plus individualisée. En matière correctionnelle, le taux de recondamnation dans les 5 ans est beaucoup plus faible pour les personnes condamnées à des sanctions non carcérales avec des écarts qui sont notables.
72% des sortants de prison ont été recondamnés contre 59% des personnes condamnées à des mesures type sursis probatoire ou TIG. Je donne l'exemple de la détention à domicile sous surveillance électronique. Il y a eu donc de nombreuses études qui ont été faites sur cette peine. Et après avoir isolé les biais de sélection existants, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait dire, oui, mais en même temps, on ne place pas sous surveillance électronique tout à fait les mêmes personnes que celles qu'on incarcère, ce qui n'est pas faux. Mais même en isolant ces biais-là, des études ont montré que la mesure de placement sous surveillance électronique réduisait le risque de récidive dans les 5 ans de 10 à 12%. Là où la récidive s'établit autour de 52% pour les personnes condamnées ayant fait l'objet d'une mesure de placement sous surveillance électronique contre 59% pour les sortants de prison. Les études montrent aussi que cette mesure est particulièrement efficace pour les personnes qui font l'objet d'un suivi intensif du SPIP et qui sont mieux insérées socialement. En plus de la réduction probable de la récidive, le bracelet électronique permettra aussi une réduction de la gravité des infractions qui sont commises lors de la récidive éventuelle. Les études internationales, elles tendent aux mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'elles chiffrent de l'ordre de 50% la réduction de la probabilité d'être de nouveau arrêté après l'exécution d'une peine sous bracelet, alors quand on sort de détention, plutôt que quand on sort de détention. Effectivement, il y a des études en Argentine, au Royaume-Uni, avec une réduction de la probabilité de la récidive qui serait de l'ordre de 20 à 40% dans les 2 années qui suivent la libération, lorsqu'il y a eu effectivement un placement sous surveillance électronique. Alors pourquoi? Probablement parce que notamment ça évite la rupture familiale, sociale et économique, ce que ne peut pas faire la détention, bien au contraire. Empêche l'influence néfaste des conditions de détention ou des co-détenus, et puis les facteurs psychologiques qui peuvent jouer avec la conscience d'une chance offerte et la perspective d'un retour en détention en cas de récidive. L'exemple aussi du travail d'intérêt général. Pour des personnes qui ont le même profil mais le même passé judiciaire, donc on enlève aussi ces biais-là, le taux de condamnation à une prison ferme est de 61% dans les 5 ans qui suivent une sortie de détention classique, contre 43% après une peine de TIG. À l'étranger, idem, c'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, à profil et passé judiciaire équivalent, le TIG se réduit à 47% la récidive par rapport à l'emprisonnement. Pourquoi? Probablement parce que ça évite la rupture liée à l'incarcération, toujours pareil, l'isolement social et familial, la perte d'emploi et de logement. Favorise aussi, dans un cadre structurant, la création de liens sociaux et l'élaboration de projets professionnels. Et enfin, les taux les plus faibles concernant les personnes sorties en libération conditionnelle, 39% des taux de recondamnation et 30% de taux de peine ferme. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est probablement la peine de milieu ouvert qui est la plus efficace. Même lorsque l'analyse prend en compte l'effet des facteurs pénaux et sociaux qui influencent aussi bien le risque de récidive que la décision d'accorder un aménagement de peine, il y a un effet significatif des aménagements de peine sur la réduction du taux de récidive et notamment de la libération conditionnelle qui est toujours mis en évidence dans toutes les études. Alors vous me direz, si ça marche, pourquoi on ne le fait pas? Alors les freins au recours à ces dispositifs. D'abord, effectivement, on peut constater qu'il y a un effet réduit de l'effet de substitution qu'aurait dû y avoir entre les incarcérations et les mesures alternatives de milieu ouvert. Quand on a introduit les mesures alternatives de milieu ouvert, elles ont été introduites pour se substituer aux peines privatives de liberté. Leur développement aurait dû donc se traduire par une baisse du nombre de peines d'emprisonnement. Or, on constate qu'elles viennent contribuer non pas à une baisse du nombre d'incarcérations, mais à un élargissement du filet pénal, c'est-à-dire qu'elles sont prononcées non en lieu et place des peines privatives de liberté, mais en remplacement d'une autre mesure pénale moins restrictive, voire en remplacement d'une absence de mesure pénale. Ainsi, on constate une augmentation du nombre de personnes suivies en milieu ouvert en parallèle à l'augmentation du nombre de détenus. Donc en milieu ouvert, effectivement, on a une augmentation de 145% des personnes suivies entre 1980 et 2022, alors que le nombre de détenus a augmenté de 86% sur la même période. On constate aussi une augmentation du nombre, et ça vous l'avez évoqué, du nombre et de la durée des incarcérations. La France, elle a connu la plus faible baisse du taux d'incarcération des pays les plus peuplés d'Europe. Ainsi, lorsque la majorité des pays ont connu une évolution à la baisse du taux de l'ordre de 15 à 20%, en France, il n'a baissé que de 8,9% en France. Sur la période de 2010 à 2020, on montre même une tendance à la hausse du taux d'incarcération uniquement en France et en Turquie sur cette période. Notre pays présente
la plus forte densité carcérale en Europe de l'Ouest et la 3e de l'ensemble des membres du Conseil de l'Europe après la Roumanie et Chypre. On constate l'apparition de nouveaux délits sanctionnant des comportements autrefois considérés hors du champ pénal, vous l'avez évoqué, monsieur Maître Mia. On constate aussi le durcissement des peines existantes, avec un durcissement de la réponse pénale, l'augmentation de la durée moyenne des peines, une répression accrue de certains crimes et délits, comme les violences intrafamiliales, les délits routiers, les violences envers les forces de l'ordre. Les incarcérations et leur durée ont augmenté de façon significative. Un nombre d'années en prison ferme prononcées a augmenté de 70% en 20 ans. Près de 90 000 années de prison ferme ont été prononcées en 2019, 54 000 en 2000. Accroissement du quantum de la peine se concentre sur les délits passibles de courte ou moyenne peine de prison et l'effet sur les peines prononcées pour les crimes, en revanche, est plus limité. On constate aussi une absence de corrélation entre la supposée augmentation de la délinquance et l'incarcération. C'est-à-dire qu'effectivement, les statistiques publiées par le ministère de la Justice relatives au nombre de condamnations pour des infractions pénales mettent en évidence l'absence de corrélation entre l'évolution de ces condamnations et l'accroissement de la population carcérale. Ça signifie qu'à délinquance constante, le nombre de condamnations à une peine d'emprisonnement augmente. Entre 1990 et 2021, le nombre de condamnations pénales prononcées pour un crime ou délit ou contravention a fluctué entre 500 000 et 650 000 par an avec une tendance à la baisse. Alors que dans le même temps, le nombre de personnes incarcérées au 1er janvier de l'année a augmenté. En revanche, les indicateurs entre 2018 et 2020 montrent que 2 catégories d'infractions ont connu une hausse significative, les coups et blessures volontaires et les violences sexuelles, probablement grâce à la libération de la parole qui a été observée. Je citerai l'ancien président de la Conférence nationale des procureurs de la République, Jean-Baptiste Bladier, qui nous dit « Si la durée moyenne des peines en 2019 avait été comparable à celle de 2006, la population pénale aurait été de 58 000 au lieu de 70 000. » Je noterai aussi, vous l'aviez évoqué, l'augmentation du recours aux comparutions immédiates. Or, les études le démontrent, les comparutions immédiates sont plus pourvoyeurs de placement en détention provisoire que les autres modes de comparution devant le tribunal. Il y a effectivement une étude de la Direction des affaires criminelles et des grâces de 2012 qui montre que la procédure de comparution immédiate est le mode de poursuite privilégié des infractions commises en état de récidive, et ce depuis la fin des années 90. En effet, 34% des condamnations rendues entre 0 et 10 jours après les faits, hors contentieux routier, concernaient des faits en état de récidive. Ainsi, il y a un lien spécifique entre la comparution immédiate et la récidive qui peut donc expliquer le plus fréquent recours à l'emprisonnement dans le cadre de cette procédure. Vous l'évoquiez aussi, le maintien à un niveau élevé du taux de détention provisoire, souvent envisagé comme le moyen de parvenir au respect des 7 objectifs énumérés sans que le lien entre le prévenu et la commission des faits soit toujours apprécié. Les objectifs énumérés sont très larges pour placer en détention provisoire et conduisent à ce que les publics précaires qui n'ont pas d'emploi, pas de domicile et sont en situation irrégulière soient systématiquement placés en détention provisoire pour garantir l'objectif, entre guillemets, de maintien de la personne mise en examen à disposition de la justice. On peut noter un manque d'évaluation de la situation des personnes déférées. Les SPIP, notamment, ont des interactions très limitées avec le juge de la détention, le JLD et le juge d'instruction, en raison notamment de la culture du secret de l'instruction, et également aussi en raison d'un manque de mise en place de circuits de communication entre eux. La réalisation des enquêtes sociales rapides qui permettraient d'orienter la décision du magistrat est très souvent déléguée à l'associatif, faute de moyens souvent RH suffisants dans les SPIP. La surpopulation carcérale résulte notamment aussi d'un déficit chronique des lieux d'accueil et de traitement dédiés à la psychiatrie. Je ne développerai pas là-dessus, mais effectivement, on a un vrai souci par rapport à ça. Les mécanismes automatiques de sortie de prison ne sont pas pleinement satisfaisants également parce qu'ils font peser sur le service pénitentiaire une contrainte guidée par des chiffres au détriment des projets de réinsertion. Un manque de moyens humains. Donc effectivement, quand on a besoin de temps, il faut des RH et ça a un coût. Un manque de lisibilité, de crédibilité de l'offre en matière d'application des peines. Très clairement, une amélioration de la lisibilité de l'offre de ces mesures, encore trop méconnue par l'autorité judiciaire. Une communication autour du travail engagé notamment par les SPIP est impérative. Une évaluation aussi sérieuse de ces différents dispositifs est aussi impérative.
Les sorties de détention, elles sont marquées par des procédures complexes qui n'ont pas permis de supprimer les sorties sèches. J'évoquerai là notamment la libération sous contrainte, qui pourrait faire l'objet presque d'un webinaire complet, tellement il y a des choses à dire sur ce sujet-là. Elle devait être une procédure simplifiée, elle ne l'est pas. Elle n'a pas produit les résultats attendus depuis sa création. Elle n'a pas fait l'objet pour l'instant d'une vraie évaluation. Et elle a conduit pour les courtes peines à examiner les perspectives de sortie très peu de temps après l'entrée en détention. Et là, on peut se questionner sur le sens de la peine. Et puis, elle mobilise énormément les acteurs judiciaires et pénitentiaires sur la gestion des procédures, aux dépens d'un travail d'individualisation effective du suivi des détenus en vue d'accroître leur chance de réinsertion. Et la systématisation de la libération sous contrainte à 3 mois à la fin de peine depuis le 1er janvier 2023 ne fait qu'accentuer encore cette tendance. Madame Noncomble, Ouais. je vais devoir vous inviter à bientôt conclure votre intervention. Je suis désolée. D'accord, pas de souci. Je vais insister sur le manque de moyens dédiés, mais là, je vais aller vite parce qu'effectivement, c'est assez évident. Une stabilité ou une baisse des budgets, notamment pour des dispositifs qui pourtant ont prouvé leur efficacité. Je noterai que sur le dernier budget, notamment les bracelets anti-reprochement, les mesures de surveillance électronique ont vu leur crédit diminuer de 9,5 à 1,4%, ce qui est quand même assez étonnant. Je n'irai pas dans le détail, mais effectivement, il y a des questionnements par rapport à ça. Le placement à l'extérieur qui est peu prononcé en raison du manque de place et des quartiers de semi-liberté, de centres de semi-liberté qui sont remplis finalement essentiellement par les prétendants à la libération sous contrainte. Alors, quelle solution? D'abord, j'aurais envie de vous dire en conclusion que la surpopulation carcérale doit devenir un problème de société plus largement. Il y a des sociétés qui y sont arrivées. Pendant le Covid, on a vidé les prisons et pour autant, la France n'a pas été à feu et à sang. Donc, il y a effectivement des solutions possibles. Je dirais qu'il y a effectivement un impact de l'influence de la justice médiatique qui crée une forte pression sur les magistrats et qui donc maintient la peine de prison comme peine de référence et fait oublier qu'effectivement, il y a une place bien supérieure à donner à la peine de probation. Et puis, 2 décisions urgentes. D'abord, la régulation carcérale. On en viendra peut-être au moment des questions, qui est une solution qui est possible et que le syndicat auquel j'appartiens défend de longue date. Il y a des essais qui ont été faits et qui ont montré leurs résultats. Et puis, une solution un peu plus ambitieuse, mais elle urgente et qu'on défend aussi depuis longtemps, à savoir une vraie peine de probation autonome qui regroupe toutes les peines alternatives existantes, qui serait prononcée par le juge correctionnel sans référence cette fois à l'emprisonnement, avec une forme et des modalités décidées par le juge d'application des peines avec le SPIP. Ça permettrait d'introduire une forme de césure du procès pénal avec une vraie adéquation du profil de la personne au type de peine de probation décidée. Ça suppose d'envisager une refonte totale de l'échelle des peines pour chaque délit et de supprimer la peine d'emprisonnement pour certains délits qui ne seraient donc passibles que de la peine de probation. Ça emporterait des obligations et des interdictions toujours pour la personne et une peine autonome de probation serait la seule peine de référence en matière de délit. Ça oblige également à se poser la question au regard du bon effet de la libération anticipée, de la systématisation de cette libération anticipée, que toute libération se déroulerait donc sous ce régime probatoire et serait automatique à mi-peine. Je vous laisse à la réflexion de ces possibilités qui nous seraient offertes, mais qui réclament un vrai courage politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on va conclure ces présentations par votre collègue, Monsieur Vincent Ledimet. La parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, je vais pas trop parler chiffres parce que j'ai pas trop préparé les chiffres, mais je les connaissais pour la plupart et je suis agréablement surpris parce que je partage énormément l'analyse de tout ce qui a été dit depuis le début, déjà par Monsieur Bruno, par Madame Moncomble et par Monsieur Maître Milla. Et il y a quand même énormément de choses sur lesquelles on se rejoint. Moi, je suis surveillant pénitentiaire depuis 16 ans, juste pour me présenter. Et moi, en 16 ans, j'ai vu une autre évolution. Alors pas bonne du tout. Je vais reprendre, c'est marrant, il y a beaucoup d'expressions que j'avais déjà préparées là en amont et qui ont été repris déjà par les collègues. C'est vrai que pour nous en maison d'arrêt, en tant que surveillant pénitentiaire, la seule chose le seul sentiment qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est vraiment une gestion de flux. C'est-à-dire que là où on devrait participer, notamment avec la création il y a peu du surveillant acteur, qui participe, on va dire, à un parcours de peine ou qui pourrait
être plus près de la population pénale afin de mieux les aiguiller en corrélation avec le SPIP et tous les services. Aujourd'hui, sur une maison d'arrêt, c'est impossible de le faire, notamment sur les établissements surencombrés, comme vous avez pu le citer tout à l'heure. J'imagine Bordeaux, j'ai pu aller il y a moins d'un an, il y a un an à peu près, visiter cet établissement et j'en suis ressorti assez choqué pour me mettre à la place des collègues. Alors, j'ai pas de solution miracle, hein. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est me rendre compte des conditions de travail des collègues qui sont exécrables, les conditions de détention des détenus. Et pour moi, les conditions de détention des détenus sont indissociables des conditions de travail des personnels. Et là, je reprendrai aussi ce qui a été dit tout à l'heure, pour le coup, tout corps confondu. Alors effectivement, on met souvent l'accent sur les personnels de surveillants qui sont les premiers réceptacles au contact des personnes détenues tous les jours à l'ouverture. Mais faut pas oublier nos agents qui travaillent dans les greffes pénitentiaires. Forcément, la surpopulation augmente le nombre de dossiers en termes de gestion. En termes de gestion de détention, on a des officiers aussi qui sont surchargés, des directions qui ont de plus en plus de responsabilités, parce qu'il faut gérer à la fois les partenaires, gérer la détention, gérer tous les personnels d'un établissement. Ça devient très compliqué pour tous ces personnels aussi. On oublie très souvent, mais on a énormément de personnel administratif aussi qui sont en souffrance. euh, Parce que derrière une surpopulation, c'est une régie des comptes nominatifs qui gère, on va dire, le portefeuille, l'argent des personnes détenues quand elles sont incarcérées. Ce sont des agents, comme je vous ai dit, qui travaillent en greffe pénitentiaire, mais qui travaillent aux ressources humaines, dans les économies, et on souffre partout en termes d'effectifs. Je rejoins encore, et je vais le dire souvent, ce qui a été dit tout à l'heure, mais en termes RH, effectivement, il y a une ça se complique de plus en plus. Alors effectivement, l'administration essaye de mettre des moyens pour recruter. Alors à recruter ces dernières années avec, on va dire, des niveaux un peu plus faibles pour pouvoir combler les vacances de poste, mais ça porte quand même pas l'effet escompté. Sur les coursives, c'est compliqué à gérer. On est de moins en moins, on bouge des trous. Moi, je vais vous donner un exemple. Depuis le mois de septembre, nous avons ouvert sur le centre pénitentiaire Le Mans-les-Croisettes, il y a une structure d'accompagnement à la sortie qui a été créée. Et on le voit, il y avait eu un organigramme qui avait été créé de référence. Et on le voit rien qu'à l'ouverture déjà, on n'a pas pu ouvrir la structure d'accompagnement à la sortie avec les personnels suffisants. Et on se rend compte aujourd'hui que les JO de Paris arrivant, on a aussi les extractions judiciaires à faire de plus en plus. Et sur la Sarthe, on a une impossibilité de faire qui est telle qu'ils ont décidé de créer en urgence les ELSP, c'est des équipes locales de sécurité pénitentiaire. Tout ça pour uniquement faire que de l'extraction judiciaire. Et donc, c'est encore des effectifs qui ont été pris sur le centre pénitentiaire. Donc, on se retrouve avec normalement des structures qui auraient dû être autonomes, où on se retrouve à travailler à la fois sur la structure d'accompagnement à la sortie, mais aussi sur la maison d'arrêt. En fait, on est juste là pour boucher des trous. Et vous voyez, quand je parle de ça, c'est aussi pour dire que sur l'accompagnement des personnes détenues, eh ben, il y en a tellement qu'on ne peut pas non plus on ne peut pas avoir le temps parfois de connaître les personnes détenues et au mieux les aiguiller. Donc c'est aujourd'hui un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont réfléchies. Il y a beaucoup de bonnes choses pour lesquelles on essaye de les mettre en place, mais rien ne suit derrière. Donc ça devient très très compliqué de gérer tout ça. Je rejoins aussi sur forcément qui dit plus de détenus, la surpopulation dit plus de violence entre personnes détenues, mais envers les personnels aussi. Il faut se mettre dans la tête quand même que c'est plus de 45 000 agressions verbales ou physiques que l'on décompte chaque année envers un personnel pénitentiaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des chiffres qui sont très alarmants quand même. Et je vais reprendre une expression qu'on dit souvent entre collègues. On parlait de la création des places de prison, mais on se rend bien compte depuis des décennies, plus on crée de places de prison, plus on les remplit, plus il y a de surpopulation. Alors on a une expression qu'on dit souvent entre collègues, la nature a horreur du vide, mais la pénitentiaire aussi. Alors effectivement, c'est pas l'origine, la surpopulation pénitentiaire, c'est pas l'origine de la pénitentiaire. La pénitentiaire est là pour faire en sorte d'exécuter une peine de prison qui a été accompagnée ou, euh, ou une peine aménagée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que plus on crée de places de prison, on se rend compte depuis des années et des années, et plus on met de détenus en détention. Donc ça devient très 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 dur à comprendre
Les collègues sont en perte un peu d'identité. On parle d'arrêt de travail, mais il faut voir les conditions de travail dans lesquelles les personnels, notamment de surveillance pour lesquels j'interviens là, exercent. On a des rythmes de travail qui sont encore archaïques pour certaines fois. On a toujours ce qu'on appelle le matin-nuit. Je ne sais pas, vous vous rendez compte comment vous voulez qu'un surveillant pénitentiaire ait une prise en charge efficiente d'une personne détenue quand on lui demande de réaliser sur son cycle de travail 6h45, 13h, et de revenir à l'établissement à 18h45 pour finir à 7h le lendemain matin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, un agent se retrouve sur ce jour de travail matin-nuit, 18h30 dans l'établissement sur 24 heures. Vous vous rendez compte, ce que je vous dis, ce sont des choses concrètes. Je pense que M. Bruno pourrait confirmer ce que je suis en train de dire. Il y a énormément de choses à faire. La refonte du travail, ça permettrait peut-être d'éviter l'absentéisme, parce qu'on parle de coût pour la République, mais l'absentéisme des personnels pénitentiaires, c'est un coût pour la République. C'est de l'arrêt maladie, c'est parfois de la lassitude, de la fatigue, les risques psychosociaux, effectivement, c'est des sujets qu'on évoque, mais bah, au bout d'un moment, on se dit oui, mais bah, c'est bien, les risques psychosociaux, on les évoque, mais bah, on voit pas le bout, quoi. C'est toujours la même chose. Euh, voilà, moi, sur ce que je voulais dire, c'est vrai que je préférais plutôt répondre à des questions que pouvoir développer ce qui a déjà été dit. Je voulais juste, moi, me permettre de prendre la parole et de réaffirmer de la vision d'un personnel de surveillance ce qui avait déjà été dit, mais d'appuyer en fait, d'appuyer sur les problématiques qu'on rencontre au quotidien. Voilà. Et je vous prends le dernier exemple. La fatigue, quand je vous parle d'un matin-nuit, je vous prends l'exemple de vendredi sur un centre pénitentiaire comme Le Mans. On était à, on était à 11 comparutions immédiates pour un vendredi. Et bah, les collègues, ils ont fait ça toute la nuit. Ils ont fait des allers-retours. On a même avant des extractions, des collègues des extractions judiciaires qui viennent chercher des détenus en service de nuit, donc passer de 19 heures pour faire passer des détenus en comparution immédiate. Donc on voit que plus ça va et moins ça va dans les prisons. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour ce témoignage. Donc, je vous propose de passer aux questions. Nous en avons énormément, donc on ne pourra pas répondre à tous. Monsieur Bruno et Monsieur Le Guimet ont répondu à quelques-unes directement dans le chat. Je vous propose de commencer par une petite question sur est-il possible d'augmenter le nombre des personnels pénitentiaires, SPIP, gardiens de prison, personnel, afin d'avoir un meilleur accompagnement des détenus? Quelqu'un souhaite y prendre la parole? Alors d'abord, je voudrais dire qu'on ne parle pas de gardien, mais de surveillant. C'est peut-être mes collègues personnels de surveillance n'apprécient pas on garde des animaux, mais on surveille des humains. Le ministère s'emploie à vraiment faire du recrutement et nous avons des concours très régulièrement. Pour la difficulté, on ne va pas se cacher, hein, c'est que la pénitentiaire, qu'on soit surveillant ou directeur, hein, on n'y vient pas des fois par choix, on y reste parce que c'est un métier passionnant, mais c'est vrai que nous sommes certes la troisième force de sécurité de la nation, mais les jeunes s'orientent plutôt vers les concours de police, de gendarmerie, et nos concours sont très, très, très mal connus. On n'est pas forcément très, très bon en communication, contrairement à d'autres ministères, mais c'est vrai qu'il faudrait il faut recruter plus de monde, mais le toujours plus n'est pas la solution, j'allais dire idéale. Le toujours plus de prisons, toujours plus de CPIP, toujours plus de directeurs, toujours plus de surveillants. Il faut se poser vraiment la question de la place de la prison. D'autres pays ont réussi, hein. Je vous conseille d'ailleurs, je l'écris, d'aller lire le rapport fait par deux députés, mesdames Faucillon et Abadi, qui est sur le site de l'Assemblée nationale, qui pose ce problème et qui souhaite remettre la probation au cœur du débat et qui parle justement de régulation carcérale. C'est comme m'a dit le collègue surveillant, bon, la nature a horreur du vide, on crée 100 000 places de prison, il y aura peut-être 100 000 détenus. Voilà. Moi, je suis en première ligne puisque je vais ouvrir la première tranche de ma nouvelle prison. Et voilà, certains magistrats pensent que bah, ils vont pouvoir, déjà qu'on est
à presque 240% de taux d'occupation, sont déjà friands de voir la nouvelle prison ouvrir en se disant il y aura un peu plus de place. Ben non, arrive un moment, il faut peut-être dire stop, et comme l'a dit aussi la collègue du SPIP, il faut peut-être trouver d'autres solutions. Le tour carcéral, je suis désolé, mais on va droit dans le mur, hein. Merci beaucoup. Je vois que Madame Moncomble lève la main, donc je propose de lui passer la parole. Oui, je compléterai juste, ouais, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Plus recruter. Alors, est-ce que c'est possible de plus recruter? Bah oui, c'est possible, ce sont des choix politiques en fait. Et très clairement, dans la pénitentiaire, on paye des choix politiques qui sont faits d'ailleurs dans d'autres services publics, hein, très clairement, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on recrute moins de fonctionnaires, on essaie de contractualiser au maximum, voire de déléguer au privé un certain nombre de missions. Ce sont des choix, voilà. Est-ce que c'est ce choix-là qu'on veut faire? C'est pas mon avis, mais chacun a le droit d'avoir son opinion. Concernant les recrutements, effectivement, il y a de grosses difficultés aujourd'hui pour recruter notamment les surveillants pénitentiaires, certains personnels de direction également. Pour les CEPIP, il n'y a pas de problème de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a énormément de candidats au concours. Et il y a de plus en plus de candidats au concours, pour le concours de CEPIP. Par contre, il y a une baisse drastique du nombre de recrutements. Alors, il y a eu une grosse augmentation pendant un certain temps, effectivement. Il y a eu ces annonces faites de 1500 postes supplémentaires qui sont pas, en fait, qui n'ont pas été 1500 postes supplémentaires de CEPIP, mais 1500 postes dans les SPIP, ce qui est un petit peu différent, puisque dans les SPIP, il n'y a pas que des CEPIP. Mais il y a quand même eu une augmentation pendant quelques années du nombre de CEPIP qui s'est terminée. C'est-à-dire qu'effectivement, on est maintenant sur des promotions de CEPIP qui sont ridicules. J'ai des collègues contractuels qui passent le concours. J'espère bien qu'elles l'auront parce que pour le coup, elles sont super, mais ces collègues, elles se battent pour une cinquantaine de postes sur tout le territoire national. Donc, vous imaginez le faible recrutement qu'on a. Alors, l'objectif pour les CEPIP, j'en profite du coup pour répondre à une question que j'ai vue dans le chat. Les recommandations européennes, c'est 60 personnes par CEPIP. Pour l'instant, on en est loin. Le problème, c'est qu'avec les chiffres, on peut faire à peu près ce qu'on veut, et qu'effectivement, on le disait un petit peu tout à l'heure, en fonction de quel chiffre on prend comme base pour déterminer de combien on a besoin de personnel dans tel établissement ou dans tel service, eh ben, on peut se dire qu'effectivement, un service est bien doté alors qu'en fait, il ne l'est pas. Notamment dans les SPIP, on prend en compte le nombre de personnes prises en charge par le service, mais on ne va pas prendre en compte un certain nombre de tâches qu'on demande aux CEPIP et qui, elles, ne sont pas du tout décomptées, notamment tout ce qui est prise en charge collective, par exemple. Donc ça, c'est un vrai problème, et du coup, on se retrouve effectivement avec une charge de travail dans certains SPIP qui est particulièrement importante. Sur Bordeaux, je ne saurais pas vous dire, j'ai oublié de regarder juste avant de venir à combien on était, mais on doit bien être à 120, 130 personnes par CEPIP en milieu ouvert à Bordeaux, alors qu'on devrait être beaucoup, beaucoup plus bas. Voilà, je suis peut-être un petit peu pessimiste, c'était peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, on est largement au-dessus des moyennes. Donc effectivement, il y a de gros besoins par rapport à ça, mais pour l'instant, très clairement, pas d'augmentation en vue des recrutements. Merci beaucoup pour la réponse à cette question. Donc là, je vais en poser deux que je vais lier parce que c'est plutôt des explications. Enfin, ce qu'on a dit au début sur les problèmes de surpopulation carcérale, les causes. Donc, pourquoi les tiges ne sont pas véritablement privilégiées lors du prononcé d'une peine? Et pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur les raisons qui expliquent le fort taux d'incarcération en cas de comparution immédiate? Il faut quand même rappeler que la peine de tige ne peut pas être imposée, c'est-à-dire qu'on demande à la personne si elle est OK pour exécuter un tige. Donc ça, c'est important. La deuxième, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec une bonne partie de la population, alors, je ne dirais pas forcément la majorité, je n'ai pas les chiffres, mais une bonne partie de la population qui a commis des faits qui pourraient être passibles d'un tige, parce qu'on ne peut pas non plus mettre un tige au bout de n'importe quel type de fait. Ça, je pense que que tout le monde peut le comprendre, hein. Il y a des faits, bien évidemment, qui sont trop graves pour qu'il y ait simplement, entre guillemets, un tige qui soit prononcé. Et parmi cette population, il y en a un paquet qui ne peut pas exécuter un tige. Alors,
effectivement, avec la difficulté d'avoir des structures qui peuvent prendre en charge. Alors, quand on est sur une grosse ville, en général, ça ne pose pas forcément trop de problème. Quand on est sur des coins de campagne, etc., c'est beaucoup plus compliqué, même pour une petite commune, alors sans parler du privé. Pour une petite commune, aller prendre en charge des TJ, ça suppose d'avoir quelqu'un qui va réellement prendre en charge la personne pendant un certain temps. Et quand vous êtes 3 ou 4 employés dans la mairie, eh ben, c'est très compliqué. Donc ça, c'est des réalités du terrain. Et après, effectivement, on peut avoir des personnes qui, de toute façon, ne sont pas en état d'accomplir un TIG. C'est-à-dire clairement, soit parce qu'il y a des problèmes d'addiction, soit parce qu'ils sont tellement éloignés de l'emploi depuis tellement longtemps qu'il y a bien d'autres choses à travailler, soit parce qu'il y a des problèmes psy qui ne permettent pas de confier la personne à une structure qui n'est pas forcément habituée par ce type de public. Donc, il y a plein de difficultés qui font qu'effectivement, ce n'est pas toujours possible de prononcer un TIG. Alors après, il n'y a pas une augmentation du prononcé des tiges proportionnel au nombre à l'augmentation des places de tiges avec la création de la TIGIP. Mais ça, il faudrait presque demander aux magistrats pourquoi il n'y a pas une augmentation réelle de prononcé des tiges. Peut-être qu'il y a aussi une défiance par rapport à cette peine-là. Ça faudrait peut-être demander à des magistrats s'il y en a qui peuvent réagir, ce serait bien. Alors, je vous confirme qu'il y a des magistrats sûrement dans notre public parce qu'il y a une élève magistrate qui nous a posé une question. Donc, pareil, il y a 2 questions qui sont louées. Faut-il faire évoluer la formation des juges pour diminuer ce recours au trou carcéral? Et cet élève magistral s'interroge aussi sur quelle action le parquet pourrait mettre en place pour favoriser le développement d'alternatives à l'emprisonnement PE ou d'autres permettant de rassurer aussi sur le risque de réitération, violente. Est-ce que nos moyens actuels permettent d'avancer grâce à notre volonté et nos actions? Alors les moyens, parce que moi je n'ai pas arrêté de vous dire il faudrait qu'il y ait plus de peines en milieu ouvert, etc., plus de mesures en milieu ouvert, etc. Sauf qu'en même temps, je vous dis, on est surchargé de travail. Donc effectivement, il faudrait faire attention quand même à ce qu'il n'y ait pas un vase communicant entre le milieu fermé et le milieu ouvert, en partie en tout cas, mais si c'est le cas, qu'on ait les moyens suffisants pour l'absorber. Je crois qu'il faut se poser la question avant, c'est-à-dire est-ce que toutes les peines méritent ou une peine d'incarcération ou une peine de probation, hein. J'en suis pas si sûre que ça. Il y a peut-être des faits qui mériteraient d'autres types de sanctions que celle-là et qui embolisent actuellement beaucoup les services. Donc voilà, je sais plus mince, j'ai oublié la question. Je vais redire, est-ce qu'il faut faire évoluer la formation Oui, des alors magistrats? la formation, il y en a une quand même, hein. Je pense que oui, il faut faire preuve de pédagogie. Je pense aussi que la pénitentiaire, elle communique très très mal sur ce qu'elle fait. Qu'on peut se plaindre de se dire les magistrats ne nous comprennent pas, ne nous font pas confiance, etc. Mais peut-être qu'on a aussi un gros boulot de communication à faire. Moi, je crois vraiment à ça. Un gros boulot de communication à faire vis-à-vis d'autres services que les nôtres, qu'effectivement, il y a des ponts à créer entre les magistrats, parquets et autres, mais effectivement, parquet, c'est essentiel, avec les SPIP pour qu'on explique nos méthodes de travail, qu'on explique comment on fonctionne, qu'on explique l'efficacité des dispositifs pour effectivement lutter contre cette défiance qui est souvent est due plus à une méconnaissance et à un manque de contact entre les acteurs qu'autre chose. Donc oui, je pense qu'il y a des ponts à créer. Il y a des juridictions qui le font, hein. Sur Bordeaux, on commence à avoir effectivement des moments où on peut se rencontrer, on peut se parler, on peut se dire comment on fonctionne et quelles sont nos difficultés aux uns et aux autres. Et ça, je pense que c'est essentiel. Merci beaucoup. Est-ce qu'un intervenant souhaite rajouter quelque chose? Ah, Monsieur Bruno, je vous laisse la parole. Oui, je rajouterais qu'en plus des magistrats, nous, on les invite régulièrement à venir nous rencontrer. Puis alors, Bordeaux étant le siège de l'ENM, nous avons des auditrices de justice. Là, j'en ai 4 actuellement à l'établissement. Je peux vous dire qu'on profite de leur semaine de stage pour leur montrer la réalité de ce qu'est le milieu pénitentiaire. D'ailleurs, l'incident dont je vous parlais cet après-midi, elles étaient en première ligne pour voir comment on traite un incident. Il n'y a pas que les magistrats qu'il faut sensibiliser. Moi, je sais que j'ai invité, grâce aux bâtonnières de l'Ordre des avocats, la précédente et la nouvelle, nous avons les avocats qui viennent régulièrement, que ce soit ceux de l'Institut de défense pénale ou les bâtonnières, pour justement se rendre compte aussi de la réalité carcérale. Et les avocats, on les sensibilise parce que ce sont les premiers qui
vont être au contact des magistrats, et il faut que les avocats plaident, eux également, les alternatives aux incarcérations. Et des fois, ils sont aussi peut-être pas toujours très bien formés à ça. Ils ont une méconnaissance des alternatives. Et ça, c'est aussi notre boulot de leur montrer la réalité de la prison et de les inciter à plaider devant les magistrats des alternatives. Et ça, on le fait régulièrement au sein de l'établissement à Bordeaux. Ça, donc, j'allais dire, on tape de tous les côtés. Les magistrats, les étudiants en droit aussi, puisqu'on fait des visites régulières pour les futurs professionnels de justice, et on fait en sorte de faire connaître la réalité d'un établissement pénitentiaire, en particulier une maison d'arrêt, pour montrer qu'il faut qu'on travaille dans le même sens, hein. Il faut que tout le monde travaille dans le même sens, sinon on ne va pas y arriver. Merci beaucoup. Donc, il y a plusieurs réactions que je vais vous lire très brièvement suite à ce que vous venez tous de dire. Donc, il y a une personne qui indique qu'on pourrait peut-être aussi faire une sensibilisation au niveau des journalistes pour expliquer afin de rassurer l'opinion publique. C'est une question aussi en même temps. Et l'élève magistral qui nous indique qu'ils sont sensibilisés en effet sur les questions de surpopulation carcérale, mais le problème est qu'on manque d'alternatives. On nous parle de suivi peu effectif du fait de manque de moyens, de défaut de place pour les placements extérieurs, de problèmes avec les tiges car ils sont trop longs. Donc ça pose problème pour décider d'une peine lorsque les faits sont violents. Et d'ailleurs, concernant les tiges, il y a un avocat aussi qui nous indique qu'ils ont des problèmes, que la plateforme Tige 360 n'est pas particulièrement intuitive ou actualisée, ce qui complique la possibilité de proposer un projet dans les délais d'urgence. Je reviens aussi un peu sur Monsieur Le Dimet. Il y a beaucoup de réactions suite à votre intervention. Des personnes qui demandent combien d'heures de travail cela représente pour un surveillant et qui vous demandent aussi est-ce que les surveillants sont bien considérés. Beaucoup aussi vous disent bravo, merci, et c'est un métier qui a l'air mal considéré et que c'est une profession qui a l'air à plaindre. Vous souhaitez rajouter un petit mot, monsieur, par rapport à tout ce qui a été dit dans les commentaires? Oui, alors, combien d'heures de travail pour un surveillant, ça peut, enfin, on a nous, cette chose qu'on n'a pas dans la police, c'est que nos heures supplémentaires sont payées à hauteur de 108 heures trimestrielles, mais on en fait énormément. En moyenne, nous, on est du coup sur du 30 à 40 heures supplémentaires par mois. Ça peut monter jusqu'à 60 heures, ça peut redescendre en fonction des plannings à 20-30 heures, mais on a comme une moyenne entre 30 et 40 heures supplémentaires. On parle sur les maisons d'arrêt, hein, dû à l'absentéisme, dû aux vacances de postes tout court, des postes non pourvus. Donc oui, il faut compter sur un exigible à 31 jours à 157 heures, qu'il est pour un surveillant pénitentiaire. Il faut compter entre 180 et 190 heures par mois. Voilà. Ça peut monter à 200 heures, hein. Concernant la considération, effectivement, j'ai répondu très rapidement à la personne en disant que bah non, en termes de considération aux yeux du grand public, non, on n'est pas du tout considéré. Alors ça dépend comment on l'est. C'est pour ça que j'ai répondu, je vais relire la réponse que j'ai faite aux yeux du grand public, pas du tout. On ne parle de la prison que quand il se passe un incident. Je dis entre collègues, on se considère car l'on sait ce qu'on fait comme travail. C'est surtout le sens de ma réponse, car il se passe de très bonnes choses en détention aussi, hein. Il y a des très bons rapports. Il y a aussi, c'est pas la majorité de la population pénale qui se comporte mal en détention, mais malheureusement, on ne parle de la détention ou médiatiquement que quand il se passe des mauvaises choses ou quand il y a des incidents. C'est vrai que je partage, hein, ce qui est dit sur la médiatisation parfois de la prison. Bah, on devrait parfois aussi, effectivement, sur les rapports entre professionnels pénitentiaires et population pénale, il se passe aussi de très bonnes choses tous les jours et on devrait justement accentuer, je pense, en termes de communication. Je partage tout à l'heure ce qui a été dit aussi par Monsieur Bruno sur le recrutement. Euh, on n'est pas aussi bon que les autres ministères, faut se le dire. On n'est pas un métier très vendeur, mais justement par le fait que quand on parle de la prison très régulièrement, médiatiquement, c'est pour dénoncer des choses qui se passent mal. Donc voilà, après, comme je mets sur la question de la difficulté, parce qu'il y avait une deuxième question. Est-ce que vous pensez que la difficulté de votre travail est prise en compte? Je mets sur la question de la difficulté, on est entendu par nos directions en général ou par la hiérarchie proche, mais après, on subit quand même parce que euh, la difficulté de notre travail, on peut la dénoncer,
les directions, les officiers, les gradés le dénoncent aussi très régulièrement, mais c'est plutôt politiquement qu'on arrivera à obtenir une prise en compte de notre difficulté. Je pense qu'elle est prise à courte échelle, on va dire en circuit court, si je pourrais me permettre d'utiliser cette expression. On mais après, il y a énormément de choses à changer pour on se sente réellement avec une prise en compte de nos difficultés, de nos rythmes de travail. Je pense qu'on part encore de loin. On part de loin et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Merci beaucoup pour ce complément. Une petite question qui vient d'arriver. Et quid des femmes et des mineurs? La situation est-elle moins grave pour ces deux populations? Alors pour les femmes, je le disais tout à l'heure, on a l'impression, enfin c'est pas qu'une impression sur Bordeaux, mais c'est national, c'est une augmentation très sensible. Moi je l'ai vu en un an, hein, enfin même pas en un an, puisque le stop écrou a eu lieu au mois de mai. Et entre le mois de mai 2023 et maintenant, on a pratiquement allez, une augmentation. On était à 120% de taux d'occupation. Là, on est à 200 et 224% ce soir, quartier femmes. C'est-à-dire, j'ai 47 détenues femmes pour 24 places, dont une qui est avec un bébé. Et donc, la situation est très, très problématique. Le problème des femmes, c'est qu'elles représentent qu'entre 3 et 4% de la population carcérale en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des quartiers pour femmes, des prisons pour femmes dans toutes les maisons d'arrêt. Donc les femmes sont souvent plus isolées que les hommes. Si vous êtes par exemple à Périgueux, que vous commettez une infraction, vous êtes un homme, a priori, vous irez à la maison d'arrêt de Périgueux. Si vous êtes une femme, vous allez à Bordeaux. Et donc ça, c'est très gros, une trop grosse problématique. La difficulté aussi chez les femmes, et c'est pour ça que peut-être que le taux d'incarcération est en nette augmentation, c'est que ces dames sont moins nombreuses, mais alors je peux vous dire que les procédures criminelles sont surreprésentées par rapport aux hommes. C'est-à-dire qu'elles commettent des infractions beaucoup plus graves en proportion que les hommes. Par contre, chez les mineurs, c'est l'inverse. On a constaté une très nette diminution. Alors, c'est certainement les nouvelles lois sur la détention des mineurs qui font que moi, mon quartier mineur est jamais plein. Hein, c'est exceptionnel. On a de moins en moins de mineurs et restent de moins en moins longtemps en prison. La prison n'est plus, j'allais dire, l'alpha et l'oméga en termes pour les mineurs, de délinquance. Mais chez les femmes, non, ça pose. Là, on a une réelle difficulté et on a un manque de place. Il faut savoir qu'il y a très peu d'établissements pour les femmes et il y a très peu de places de détention. Il n'y a pas de maison centrale pour les femmes, il y a très peu de places de détention. Donc, une femme qui est condamnée à une longue peine ira que dans 3 ou 4 établissements en France. Donc, ça va encore plus l'éloigner. Donc, la problématique des femmes est encore bien particulière. Très bien, donc je vais poser une dernière question avant de conclure. Une personne qui nous demande, du coup, et là ça vous concerne tous, du coup, il n'y a pas de solution miracle à cette question de la surpopulation qu'elle couvre pour la République. Moi, j'aurais juste une seule réponse, ce sera ma conclusion. Euh, Il n'y a pas de solution miracle, il y a juste une volonté politique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Effectivement, elle tient peut-être du miracle, cette volonté politique, mais bon. Mais en tout cas, effectivement, non, il n'y a pas de solution miracle. Mais après, à chacun de nous nous en saisir aussi, hein. Il y a un moment donné, les volontés politiques, c'est à nous de les susciter en mettant sur le devant des débats ces sujets-là, en interrogeant les choses un peu plus loin que les analyses de certains médias qui, franchement, n'œuvrent pas trop dans notre sens. Voilà, je pense il y a beaucoup de choses à faire. Il y a quand même de l'espoir. Il y a des choses qui sont possibles. Il y a des choses qu'on n'a pas essayées, qu'on devrait essayer. On devrait aussi s'inspirer de modèles étrangers qui ont vu, eux, une baisse des incarcérations. Donc c'est possible. Merci, Non, Alexis. mais Pardon. tout n'est pas négatif. On n'a pas parlé, mais il y a les modules de respect. C'est un système qu'on est allé prendre chez nos collègues espagnols qui fonctionne très bien. Il y en a un à Bordeaux. Les structures d'accompagnement vers la sortie sont des modèles aussi qui fonctionnent très bien. Donc, il y a de l'espoir. Mais c'est vrai, comme mes collègues le disent, il faut absolument que ce soit les politiques. Moi, j'arrête pas de le dire, puisque Bordeaux étant une des plus surencombrées, bah, j'ai vu débarquer pour des visites surprises ou des visites programmées
tous les députés, sénateurs, tous bords confondus, hein, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, ils sont tous passés par Bordeaux. On leur tient tous le même discours. Bah, c'est vous qui êtes, j'allais dire, au Palais Bourbon, et c'est à vous de faire les lois de cette République et de faire en sorte que la France soit pas l'un des pires élèves de l'Union européenne en termes de conditions carcérales et de conditions de travail pour ses personnels. Merci beaucoup à tous. Donc, je tiens à remercier encore une fois les intervenants pour leurs propos. C'était très intéressant et d'ailleurs, on a de nombreux commentaires pour vous remercier tous pour votre honnêteté, la qualité de vos interventions, pour vos discours. J'ai eu aussi quelques demandes dans le chat qui demandent si c'était possible d'avoir un peu le résumé de vos interventions, d'avoir les chiffres qui ont été dits. Donc ça, je propose qu'on voit entre intervenants et comment s'arranger pour transmettre au mieux et répondre à cette demande. Pour tous, pour les différentes questions que j'ai eues, donc beaucoup nous ont demandé si ce webinaire était enregistré, et oui, c'est le cas. Et si les intervenants valident la diffusion, il sera déposé sur notre chaîne YouTube et nous l'annoncerons sur nos réseaux sociaux. Donc j'ai mis le lien sur le chat pour les personnes intéressées. N'hésitez pas à nous suivre pour avoir l'information. Donc, merci encore une fois vraiment au public qui était particulièrement nombreux ce soir, qui avait énormément de questions. Merci aux intervenants encore pour vos interventions. J'espère que l'exercice vous a plu de la participation à ce webinaire. Donc, nous allons faire encore 2 autres cette année au département, un au mois de mars sur le thème des multinationales en Afrique, qui aura lieu sûrement le 18 ou 19 mars. Pareil, nous l'annoncerons sur nos réseaux sociaux et un autre le 8 avril sur le thème de l'érosion du littoral. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vais clôturer ici le webinaire et je vous dis tous à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.